Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Merci de nous écouter chaque jour sur Sud Radio avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va très bien. Et vous, Cécile? Eh bien, écoutez, je suis très bien, très heureuse. C'était très studieux la préparation aujourd'hui. Oui, c'était très studio, drôle aussi, très drôle aussi, studieux. Vous savez, il faudrait parfois que vous regardiez les réunions de rédaction qui ne sont pas toujours... mais bon, voilà, ça nous amuse, ça nous détend. En tout cas, ce qui nous détend, c'est de prendre l'antenne. Vous êtes chez vous, dans ces vraies voix jusqu'à 20h avec nos éditorialistes du jour. 0826 300 300, c'est votre numéro aussi. Aude vous attend. Si vous voulez communiquer avec nous et débattre en direct, votre parole est importante. Et venez nous rejoindre pour commenter l'actu. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission. Les vraies voix Sud Radio. Et livraison de chars lourds à l'Ukraine. Craignez-vous une escalade du conflit? C'est notre première question du jour sous la pression de Kiev et de nombreux partenaires européens. L'Allemagne donne donc son feu vert à la livraison de 14 chars Léopard à l'Ukraine. Philippe. Oui, Cécile, c'est une annonce du chancelier Olaf Scholz peu après-midi. L'Allemagne a autorisé les pays détenteurs de chars Léopard 2 à les livrer à l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Vous avez peur que désormais l'OTAN soit considérée en guerre? Vous avez peur de la réaction du Kremlin qui a déjà parlé de provocation? Venez témoigner, nous vous attendons au 0826 300 300. En tout cas, craignez-vous une escalade du conflit? Sur notre compte Twitter, vous dites oui à 86%. Et puis on va revenir sur ce problème de personnel, d'EHPAD. Sommes-nous dans une impasse face aux maltraitances? Le coup de projecteur à 18h30 après le scandale Orpea. Domus Vie, un autre poids lourd du secteur EHPAD, est visé par des plaintes, Philippe. Oui, Cécile, selon une étude du Crédoc, 2 Français sur 3 éprouvent des craintes sur la maltraitance dans des EHPAD. Vous avez un proche en EHPAD, ou vous avez eu un proche en EHPAD, vous avez été témoin de maltraitance, ou votre proche a été particulièrement bien traité, parce qu'il ne faut pas jeter l'eau avec l'eau du bain, ça existe. Appelez-nous. Le bébé avec l'eau du bain. Qu'est-ce que j'ai dit? L'eau avec l'eau du bain. Pardon, le bébé avec l'eau du bain autour de moi. Nous préférons de jeter l'eau après le bain. Oui, c'est sûr. Vous ne gardez pas pour après. Le vieillard avec l'eau du bain, heureusement. On vous attend au 0826 300 300. En tout cas, sommes-nous dans une impasse face aux maltraitances? Vous dites oui à 57%. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio. Et nous sommes ravis d'accueillir nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir mes amis. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Oui, j'arrête là, moi, en ce qui me concerne. Sinon, je les fais venir, ma chère Cécile. Non, parce que mes amis, ça commençait par vous. Mes amours, c'était forcément Christophe Madrol. Il y en a qui ont Et mes emmerdes, Olivier d'Artigol. Donc Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, Christophe Madrol de l'Union des centristes écologistes Région Sud. Voilà, une vraie équipe de... Région. Une vraie... Région, pas région. Région. J'ai dit région? Non, vous avez dit région. Bah, j'ai dit région. Région. Et pourquoi faudrait que je dise quoi? Région Sud, bonjour, mes Bonjour. amours. Mais elle a dit Région Sud. Voilà, une vraie équipe de foot. Pas bien, c'est moi, j'ai pas bien. Il fait froid à Paris. Comment vous faites pour vivre à Paris? On vit pas à Paris, nous. On vit partout. Voilà, on est partout et nulle part. Mais Christophe, Voilà. vous oubliez la chaleur intellectuelle de cette émission. Ouais. C'est vrai, on Ouais. est bien. Et, On est bien. et corporel. Tiens, rapprochez-vous d'Olivier d'Artigol, vous allez voir. Vous allez voir comme il est chaleureux. Vous allez voir comme il est chaleureux. Ça Voilà. commence à devenir très intime. Et donc, presque équipe de foot, des champions du monde aujourd'hui, des années 1900, mais des champions du monde quand même, avec nous. Merci, Oh, ma ça- chère Cécile, ça c'est fait gentil. plaisir. Et moi, 98, il serait pas si vieux que ça. Hein. Oui, c'est vrai. Allez, et on accueille notre quatrième vraie voix. Paul est avec nous, qui nous appelle de Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, mais bonsoir à tous et encore tous mes vœux. Parce Bah, qu'on est encore tous dans nos la vœux. période. Bah, c'est vrai On qu'on est a encore la encore dans les possibilité. temps. Je comprends bien. Absolument, vous avez tout à fait raison. Vous faites quoi dans la vie, Paul? Et moi, je suis agriculteur. Ah, très Voilà. bien, très bien. Vous êtes quoi? Vous avez des vaches? Vous faites quoi? Non, on a des canards, des fraises, des poivrons, des tomates, un peu de céréales. Voilà. Ah, pas mal. On aime ça. En Voilà. tout cas, on viendra vous voir, bien entendu, en temps voulu. Bah, vous le savez, à chaque fois. Bah oui, on va rendre visite. Pas de souci. Et vous allez pouvoir forcément commenter l'actualité avec nous aujourd'hui. Et vous allez devoir jouer contre l'une des vraies voix, contre Monsieur D'Artigol, Monsieur Bilger, Monsieur Madrol, voilà. Donc ils vont à chaque fois devoir se lancer pour essayer de vous contrer. Alors vous allez vous vendre, Olivier D'Artigol. Alors on se vend auprès de Paul, parce qu'il faut que Paul comprenne qui vous êtes et comprenne s'il a envie de jouer contre vous ou pas contre vous. Invaincu depuis le début de l'année. Il sort toujours la même phrase. Toujours dans la simplicité. C'est factuel.
Et vous avez entendu ce qu'a dit Paul? Non. Il a dit « et modeste ». C'est ce qui me permet de survivre. Hein. Allez-y, Paul, vous pouvez les tacler. Christophe Monsieur Madrol. Madrol. Mon micro sent la lavande. Comment ça se fait que mon micro sente la C'est le lavande? désinfectant. C'est peut-être vous, C'est marrant, Christophe, c'est qui français. sentez bon. Ah bah oui. Christophe Bonjour Madrol. Paul. Vendez-vous, mon cher Christophe, Je auprès de... suis un garçon gentil, honnête, un beau garçon. Vous n'êtes pas sur Mythique, hein. Voilà. Vous êtes sur Sud Radio dans les vraies voix, excusez-moi. Je m'égare. Voilà, je suis d'une intelligence remarquable. Oh là, ça sent la modestie encore là aussi. Voilà, Paul. Ouais, et Philippe Alors Bilger, moi, Paul, exemplaire. j'ai cherché à me vendre à 4 reprises, échec total, maintenant je m'offre gratuitement. Ah bah, c'est encore mieux que les soldes. Ah, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Bon, Paul, vous restez avec nous, bien entendu, pendant toute l'émission, et vous êtes le prioritaire sur tous les débats. Vous restez avec nous. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et Philippe Bilger voulait requérir contre ceux qui rient plutôt que d'en pleurer. Mathilde Panot, hier soir, avant un débat, refuse de serrer la main de Olivier Véran et Jordan Bardella. Oui, alors j'ai bien conscience de requérir contre une superficialité, contre une politesse absente, mais ça ne m'étonne pas de Mathilde Panot. Mais au fond, est-ce que c'est si dérisoire que cela, ce genre de grossièreté qui de plus en plus assombrit la vie politique? Je trouve complètement anormal que dans une assemblée ou dans la vie, à partir du moment, parlons net, où on a respecté l'humain qui est en face de soi, même si on le conteste vigoureusement sur le plan intellectuel et politique, on puisse dire « je ne serre pas la main à Jordan Bardella et à Olivier Véran ». Et j'ajoute que Jordan Bardella a tout de même une réplique qui me paraît assez fine. Il lui dit « ah, vous avez serré la main à Olivier Véran ?» Elle répond « non, je ne lui ai pas serré la main ». Alors Bardella dit « vous aurez du mal à rassembler tout de même plus de 50% du peuple français ». On peut ne pas aimer ces deux personnalités, mais je trouve totalement malséant de ne pas leur serrer la main. On n'est tout de même pas dans une guerre. Ouais, Christophe J'allais Madrol. m'énerver, Christophe. Mais tu as raison, Philippe. Moi, je partage complètement ton point de vue. Moi, je partage l'hémicycle avec des élus du Rassemblement national dans la région sud. Et jamais il ne m'aiderait à l'idée de ne pas serrer la main ou pas dire bonjour à des opposants. Justement, la politique, c'est pour éviter les guerres. Absolument. Parce que c'est effectivement, et j'ai toujours dit que je préfère avoir mes adversaires dans des débats politiques, dans des hémicycles, que les retrouver dans d'autres endroits beaucoup plus malsains. Donc, bien évidemment, et tu as raison, Philippe, c'est pas normal quand on exerce des fonctions politiques de refuser de serrer la main. On part pas en vacances, on va pas forcément boire des coups avec des adversaires, mais en tout cas, quand on est des démocrates comme nous sommes et des républicains, Bon, certains, ça les dérange pas du tout. Hein, oui. à l'Assemblée De quoi faire? nationale. De partir en vacances. Non, mais non, de ils ont boire partir des en vacances ensemble. Non, Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je partirai pas en vacances avec certains de mes opposants du Rassemblement national que j'ai en région sud. Non, mais mais je leur serrerai la main régulièrement. Absolument. Et je m'adresse, quand on a des pauses, ça m'arrive d'aller fumer une clope avec eux. Voilà, c'est et ça. voilà, on n'est pas non plus... La politique, et ça c'est important, la République, la politique empêche les guerres. Tous les pays où il n'y a plus d'État, où il n'y a plus de politique, c'est la guerre. Et on le voit dans le monde entier. Oui, c'est Christophe vrai Madrol. que la politique, la vie démocratique est fait justement pour qu'on puisse gérer la conflictualité, le désaccord, sans basculer dans la guerre civile. Exactement. Et donc, je suis assez d'accord avec le procureur, dans le sens où on peut très bien agir avec civilité, avec politesse même, tout en étant dans le débat très vif et parfois rugueux. D'autant plus qu'il peut y avoir d'hypocrisie, puisque ceux qui théorisent cette forme de conflictualité peuvent parfois dans la vie politique aussi discuter avec leurs opposants hors caméra et hors micro. Oui, c'est ce que j'allais dire à l'Assemblée On a nationale. encore un mot, Oui, bien sûr, vous avez... mais Christophe, je vous rejoins d'autant plus que d'une certaine manière, cette attitude vise aussi à banaliser l'Assemblée nationale. Tous les députés
députés se valent, au moins sur le plan du principe et de l'élection. J'aurais un communiste face à moi, authentique, vigoureux, eh bien, je n'aurais aucun scrupule à lui serrer la main. Ça me paraît une évidence. Il est député, il est de la représentation nationale. Et d'une certaine manière, ils sont tous purifiés. Je vais vous donner un scoop. Je sortais d'une chaîne de télévision, pendant les élections présidentielles, je tombe sur Éric Zemmour. Et ben, j'ai serré la main à Éric Zemmour, et pourtant, c'est quelqu'un que je ne peux pas piffrer politiquement. C'est ma position. Mais on est en démocratie. Et la République, et on doit s'honorer de cela, c'est aussi le débat d'idées. Et puis l'éducation, bien sûr. Et je vais dire un mot en 20 secondes. On avait fait un débat présidentiel où on s'était fait planter par le représentant d'un candidat ici. On avait Julien Audoul du RN et Léon Desfontaines du Parti communiste. Le débat avait été d'une courtoisie, d'une politesse, même s'ils n'étaient pas d'accord. Et je leur avais dit, vous avez vraiment montré un bel exemple de tolérance et de démocratie. Et ben voilà, on a dit beaucoup de bien du second il y a peu de temps. Léon Desfontaines qui est venu il a la dialectique communiste impeccable. Et d'ailleurs, rappelez-vous, pendant l'élection présidentielle, Philippe Bilger et moi-même avons salué la campagne de Fabien Roussel. Voilà, merci les amis, vous restez avec nous. Il continue à dire parfois des choses justes. Exactement. Dans quelques instants, le tour de l'actu avec Félix Mathieu, et puis on reviendra sur ce grand débat livraison des chars lourds à l'Ukraine. Craignez-vous une escalade de conflit? Par l'instant, vous nous dites oui en majorité. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 sur ces sujets, bien entendu. On reste ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous le dites tous les jours, mais à chaque fois, ça augmente, et où est-ce que ça s'arrêtera, on ne sait pas. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, avec Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, et Christophe Madrol. Attendez, je vais pas me tromper, je vais dire l'Union des centristes et écologistes, région Sud. Est-ce que je l'ai bien dit? Région. Alors, l'Union des centristes et écologistes, Cécile, c'est national, et je suis conseiller régional de la région Sud. C'est ce que je dis. Alpes-Côte d'Azur. Région Sud. Je l'ai bien dit là? Bravo, Cécile. Voilà, je l'ai bien dit. Vous êtes un amour, Cécile. Vous êtes fou, Il veut revenir la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Il y en a qui savent y faire. Ouais, c'est ça. Vu le temps qu'il fait à Paris, on va éviter. Il recoule. Allez, tout de suite, le tour de l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et au sommaire, Félix. François Bayrou aurait préféré la réforme des retraites à point, version Édouard Philippe, mais le MoDem soutient toujours le gouvernement actuel, des fois qu'on en douterait. Le trafic repart plus vite que prévu à la gare de l'Est après les câbles incendiés hier. Pas de lien avec les anti-réformes, ce serait un raccourci malsain selon la CGT. À suivre aussi, Bruno Le Maire aurait enterré un rapport corrosif sur la surrentabilité des autoroutes. Et puis dans un quart d'heure, le grand débat sur l'Allemagne qui donne son feu vert aux livraisons de chars Léopard à l'Ukraine. Les vraies voix Sud Radio. Ce sont deux alliés de renaissance dans la majorité présidentielle relative, le MoDem de François Bayrou et Horizon d'Édouard Philippe. Alors, y aurait-il des arrière-pensées sur l'après-Macron? En tout cas, le patron du MoDem présentait ses vœux à la presse tout à l'heure au siège de son parti. Et l'air de ne pas y toucher, François Bayrou doit bien le dire, il aurait préféré l'ancienne réforme des retraites, celle de l'époque Édouard Philippe. Nous avions, pendant la législature précédente, bâti un système beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux, à mon sens juste, le système de retraite universelle par points, que dans cette salle même j'ai défendu devant vous depuis 20 ans. Les événements ont fait que le gouvernement a choisi une réforme qui porte davantage sur l'urgence et qu'on dit paramétrique, c'est-à-dire on fait bouger les critères du système actuel. Nous nous inscrivons dans cette perspective de l'urgence. Naturellement, il faut que le débat qui vient soit utile parce que nous pensons que c'est améliorable. François Bayrou qui n'a, je cite, aucune envie de gêner le gouvernement, reprenant son ancienne idée de référendum sur la réforme des retraites, référendum aujourd'hui réclamé par les oppositions. Une petite réaction de vous trois, Philippe Bilger. François Bayrou est un être étrange que j'ai bien connu à une certaine époque. Il est fidèle en voulant montrer toujours une petite forme de dissidence. D'une certaine manière, il est un peu comme Édouard Philippe, avec un passé beaucoup plus long. Ouais.
Christophe Madrol. J'ai connu aussi François Bayrou dans une autre vie, Philippe, d'ailleurs. Mais on a lu, etc. Et c'est toujours le petit caillou dans la chaussure. Quand on lit du François Bayrou dans le texte, c'est attention, j'existe dans cette majorité. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre que notre ami Ramos, député de la majorité MoDem, avait dit qu'il ne voterait pas en l'état le projet de loi porté par le gouvernement. Et j'ai cru comprendre également que certains autres députés MoDem n'étaient pas forcément très chauds pour aller dans l'urgence de voter cette nouvelle loi sur les retraites. Donc François Bayrou, une fois encore, joue sa carte et d'une manière assez fine. Allez. Olivier Darcos, vous êtes élu avec François Bayrou, donc vous le connaissez bien. Je ne parle pas ici en tant que conseiller municipal de Pau, mais comme chroniqueur politique. Bien sûr. Je vais juste regarder la séquence. Avec des amis de cette nature-là, l'exécutif n'a pas besoin d'ennemis, parce que le MoDem met chaque jour un jeton dans la machine, ou alors sur les cotisations sociales patronales, ou alors sur d'autres propositions concernant le financement. Aujourd'hui, donc, retour sur la réforme systémique, disons, sur la réforme de 2019. Bon, ils ont quand même un vrai problème au sein de la majorité sur les dissonances. Et au moins 3/4 des TGV Est circulent à nouveau à la gare de l'Est. Oui, le trafic se rétablit plus vite que prévu après ces sabotages de matériel de signalisation hier matin. Ces câbles incendiés. SNCF Réseau a porté plainte. Selon les cadres de la compagnie, en tout cas les auteurs du sabotage connaissaient forcément le réseau. Alors de là y voir un lien avec le mouvement contre la réforme des retraites. Il y aurait un raccourci malsain, réagit le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, chez nos confrères de France Info. Aucun lien. Il y a une enquête qui est en cours et on verra ce que donnent les résultats de cette enquête. Mais ce genre de raccourci est malsain, déplacer un problème. Vous ne vous êtes pas posé la question, vous, hier, en apprenant que l'enquête, c'est la justice qui le dit, montre qu'il n'y a pas eu de trace d'effraction, que le portillon d'accès était ouvert. À aucun moment vous vous êtes demandé ça? Non. Et c'est pas la première fois que ça arrive et je pense que faut faire attention à ce genre de raccourci. En tout cas, attention au-delà de la gare de l'Est dans la capitale. Dès ce soir, 19h, des perturbations pourraient avoir lieu partout en France sur les rails. Mouvement de grève des cheminots sur les retraites demain jusqu'à jeudi, en plus du mouvement interprofessionnel de mardi prochain. Ça tombe mal, cette panne, Philippe Bilger. Oui, hier, on a eu l'occasion de l'évoquer. C'est une malfaisance, c'est clair. Alors, on me dit que c'est impossible que du personnel SNCF ait touché à cet outil de travail. Il y a des modalités un peu étranges. Christophe? Alors, j'ai aucun commentaire à faire. J'ai suivi ça. Je trouve que c'est hallucinant. Voilà, j'ai vraiment pas de commentaire à faire par rapport à ça. Olivier, il y a une enquête. Ce qui est sûr, pour pas faire de la langue de bois, c'est que pour intervenir sur ce site et avec cette précision, c'est donc des personnes qui connaissent bien l'outil ferroviaire. Mais je rajoute que ce type d'action ne fait pas partie de la culture cheminote, de la culture syndicale cheminote, qui, dans tous les mouvements, respecte et protège l'outil de travail. Et une question maintenant, Bruno Le Maire a-t-il enterré un rapport gênant sur les autoroutes? Oui, c'est une information du Canard enchaîné qui met les oppositions vent debout. Un rapport d'expertise de l'Inspection générale des finances selon lequel les autoroutes seraient beaucoup plus rentables que prévu lorsqu'elles avaient été privatisées. Elles rapporteraient chaque année aux concessionnaires 12% de la somme investie, quasiment le double des 7,5% envisagés par l'État à l'époque. Alors pour corriger cette surrentabilité, les inspecteurs des finances prônaient de baisser les prix de 60% ou bien par exemple de redistribuer la différence, le surplus aux caisses de l'État. Rapport étouffé par Bruno Le Maire selon le Canard enchaîné. Bon, les cyniques vous diront qu'après tout c'est cohérent. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais. Des oppositions vent debout alors que les prix autoroutiers vont non pas baisser mais plutôt augmenter de quasiment 5% dès février. Nous voulons voir ce rapport, tweet par exemple le président du groupe PS, Boris Vallaud. Feu vert du chancelier. Pardon, c'est très étonnant, enfin ça relève d'une tradition française. Multitude de rapports commandés. Lorsque les conclusions sont intéressantes et plaisent, on les applique pas. Lorsque les conclusions sont intéressantes mais qu'elles déplaisent, on les oublie. On évoque là quand même l'un des grands scandales de l'État des dernières décennies, les modalités de la concession de nos autoroutes.
Bien sûr. Bon. Bien sûr. Feu vert du chancelier allemand à la livraison de chars Léopard 2 à l'Ukraine. Oui, Olaf Scholz a finalement cédé à la pression depuis plusieurs jours. La Pologne réclamait à pouvoir envoyer en Ukraine ses chars lourds de fabrication allemande. On y revient dans quelques minutes avec votre grand débat du jour. Pendant ce temps, en tout cas, ça paraît plus anecdotique, mais en France, plusieurs responsables politiques de LR au PCF manifestent leur opposition à une demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky, réclamait une interdiction des athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il demandait ça au chef de l'État ou à Emmanuel Macron. Dans les oppositions, on s'est déjà prononcé contre cette demande du président ukrainien. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure pour le clic et dans quelques instants le grand débat du jour. On va revenir justement sur cette sous la pression de Kiev. Vous avez de nombreux partenaires européens. L'Allemagne donne son feu vert à cette livraison de 14 chars Léopard à l'Ukraine. Est-ce que vous craignez une escalade? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pensez que peut-être qu'on va rentrer dans une guerre un peu plus lourde que celle que nous vivons aujourd'hui? Vous dites oui à 88%, 0826 300 300. On vous attend dans les vraies voix, c'est chez vous ici. À tout de suite. Si vous venez de nous rejoindre, vous avez bien raison, c'est là où on apprend des choses, c'est là où on débat, c'est là où on s'amuse, c'est là où on prend du plaisir, c'est les vraies voix sur Sud Radio, tous les jours de 17h à 20h et jusqu'à 17h. Philippe Bilger sera avec nous et il ne bougera pas d'ici, je vous le dis. Voilà. J'y reste jusqu'à 19h. Voilà. Et puis c'est tout, avec Olivier D'Artigol qui est avec nous, chroniqueur politique, et puis notre conseiller régional, Union des centristes et écologiques. Région Sud, voilà, c'est important. Et voilà, il est un petit peu partout en France, mais il est dans le Sud quand même. Et dans un instant, vos appels 0826 300 300, on a envie de vous entendre et de débattre avec vous pour ce grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les chars lourds occidentaux pourraient changer la donne sur le champ de bataille. Les Ukrainiens en sont persuadés. La ministre allemande des Affaires étrangères donne un signal. Elle ne s'opposerait pas à la livraison des chars Léopard à l'Ukraine. Que ce soit le Challenger britannique, le Léopard allemand ou le Leclerc français. Ils sont plus robustes, ils sont plus furtifs. Ils ont une capacité que n'ont pas les chars soviétiques, d'aller beaucoup plus vite, à des vitesses de 40-50 km/h, et de pouvoir tirer en roulant. Face aux chars occidentaux qui vont prendre la route de l'Ukraine, les Russes vont dégainer à leur tour. Réponse immédiate, leur modèle de char d'assaut, le T-14 Armata. De quoi percer le front lors d'une offensive d'envergure. Feu vert de la livraison de 14 chars Léopard à l'Ukraine de la part de l'Allemagne, Philippe. Oui, Cécile, une décision cruciale puisque Kiev demandait depuis des jours et des jours la livraison de chars lourds pour pouvoir contrer l'armée russe. Le Kremlin a parlé de provocation, je cite, et on attend maintenant éventuellement des livraisons de chars Abrams américains. Est-ce que vous avez peur que ces livraisons de chars lourds, qu'ils soient allemands, qu'ils soient américains, qu'ils soient peut-être français demain, des Leclerc, ou qu'ils soient britanniques avec les Challenger dont on parle, craignez-vous une escalade du conflit? Venez nous le dire au 0826 300 300. Vous êtes 89% à dire oui. Et vous, on va parler avec Jean-Baptiste Noé qui est avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et avant de revenir vers vous, cher Jean-Baptiste Noé, Philippe Bilger, la peur de l'escalade peut-être d'une guerre plus vaste? Oui, alors j'ai l'impression que de plus en plus les forces européennes sont coincées entre l'attitude totalement atypique d'un dictateur comme Poutine qui ne veut pas manifestement négocier, sinon en position d'absolue domination. Et de l'autre côté, il me semble qu'aujourd'hui, on a l'Ukraine avec un président qui longtemps a été admirable, qui commence à exercer une forme de pression un peu discutable, voire intolérable, en poussant à un bellicisme qui va être dangereux. Alors la conclusion de tout ça, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qu'avait dit le président Macron il y a quelques semaines en disant on ne peut pas totalement priver le président Poutine de garanties. On va vers une situation dont on ne voit pas quelle pourrait être l'issue pacifique. Olivier D'Artigol, est-ce qu'on est co-belligérant maintenant ? Les heures et les jours qui suivent vont être décisifs parce qu'on est sur un point de bascule. Pourquoi ? Parce que d'abord le chancelier allemand prend cette décision sous la pression de son opinion publique et de sa coalition.
Le président Biden va s'exprimer aujourd'hui même et va très certainement faire des annonces qui vont dans la même direction. On sait très bien que les Russes préparent certainement une offensive de printemps et que le seul moyen pour les Ukrainiens d'y faire face est d'avoir ce type d'équipement. Ils évoquent même 400 unités nécessaires. Donc il va y avoir là... Je donne un chiffre, c'est l'équivalent des chars de l'armée française, 400 chars. Oui, 440. on était à 1200 chars avant la chute du sud de Varsovie. Et nous sommes aujourd'hui à 200, mais 400. À 400, mais 200 qui seraient utilisables. Oui, exact. Ce qui n'est pas rien. Et la chaîne de production n'existe plus. Voilà, c'était Jet Industries. Absolument. Donc il va falloir suivre les prochains jours qui vont être décisifs sur la nature du conflit ukrainien, mais au-delà sur la manière dont le camp atlantiste en fait se positionne. Christophe Madrol. Ben moi, je vais pas faire langue de bois, ça me fait flipper tout ça, moi. Excusez-moi, mais soyons réalistes. Oui, par rapport à la question de Cécile, par rapport aux propos du président Macron qu'on avait débattu ici même, on rentre dans une nouvelle phase où l'OTAN, et nous faisons partie de l'OTAN, rentre en guerre, puisque nous envoyons des armes à l'Ukraine et des armes lourdes. Qui ne sont plus défensives. Merci Olivier. Donc la situation est claire, c'est que nous rentrons, j'ai pas moi, et pourtant vous savez d'où je parle, mais moi cette situation me fait flipper, parce qu'en face, et on l'a vu, et on en a déjà débattu ici, nous avons Vladimir Poutine qui n'est pas à jouer la mouche du coche, et qu'il y aura une réponse de la Russie vis-à-vis des propos de l'Allemagne, de l'envoi des chars allemands. Est-ce que, comme Christophe Madrol, vous avez peur? Vous me dites oui, non au 0826 300 300. Mais on a tout de suite Jean-Baptiste Noé, directeur de la rédaction de la revue Conflit. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que envoyer des chars lourds sans envoyer des équipages, ça veut dire quelque chose? Parce que diriger un char, c'est des rôles bien précis, un conducteur, un tireur, etc. Est-ce qu'on peut envoyer des chars sans envoyer des équipages? Je me pose cette question depuis qu'on a eu cette annonce. C'est tout le problème. Un char Leclerc, c'est 4 personnes au moins à l'intérieur du char. Donc ça veut dire qu'il faut former les personnels militaires ukrainiens pour les diriger. Et ça veut dire aussi que si vous multipliez le type de char, donc français, anglais, allemand, anglais, américain, il faut à chaque fois former les conducteurs pour les types de chars que vous envoyez. Donc ça devient beaucoup plus complexe pour l'armée ukrainienne. Et l'autre point de complexité, c'est la coordination des chars entre eux et la coordination avec le reste de l'armée, armée de terre et éventuellement armée aérienne. Le problème là, c'est qu'on est davantage dans l'élément du symbole, et ça peut jouer un rôle évidemment d'envoyer des chars, mais il faut voir ensuite comment on les utilise. Or aujourd'hui, on parle des moyens, mais on ne parle pas de la stratégie. À la fois la stratégie, la tactique d'usage des chars, et la stratégie finale, c'est-à-dire quel est l'objectif final recherché. Et ça, je n'ai pas l'impression que ni les Européens ni les Américains en aient une, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on donne ces chars? Donc avec quelle finalité, quel but? Est-ce que c'est percer le front, prendre un territoire, libérer la Crimée, récupérer le Donbass? C'est là-dessus. Ou ici, il faut être clair. C'est-à-dire, pourquoi donne-t-on ces chars à l'Ukraine? Philippe Bilger. Justement, Jean-Baptiste Noé, je partage le constat très angoissant de Christophe Madrol, mais votre dernier propos anticipe ma question. Est-ce que ça ne veut pas dire que cet engrenage qui devient de plus en plus préoccupant va contraindre l'OTAN en définitive à l'obligation d'écraser Poutine? Parlons net. En tout cas, là, on est parti dans une guerre sans fin où effectivement, la finalité, c'est ce que disaient les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la reddition sans condition. Vous avez deux visions stratégiques dans une guerre, soit une reddition avec condition, donc on négocie avec l'adversaire pour trouver un point d'accord convenable, soit la reddition sans condition, on arrête uniquement lorsque l'adversaire est entièrement écrasé. Et aujourd'hui, c'est cette deuxième voie qu'on a choisie, pas officiellement, mais enfin, c'est bien vers là que l'on va. Et ça veut dire un combat jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à chasser les Russes de la Crimée et du Donbass. Ça veut dire beaucoup de dégâts et beaucoup d'hommes morts, côté ukrainien, mais possiblement aussi côté européen.
si on doit ensuite envoyer des hommes. On va dire bonjour à Mohamed qui nous appelle au 0826 300 300 de Perpignan. Bonsoir Mohamed, vous restez avec nous. Merci d'être avec nous. D'accord. Jean-Baptiste Noé, une réflexion d'un de nos auditeurs sur notre compte Twitter, Pascal, qui nous dit « Ce n'est pas une escalade, mais juste un moyen de s'exonérer de la défaite ukrainienne ». Il y a une semi-victoire ou semi-défaite ukrainienne. Les Ukrainiens ont perdu 20% de leur territoire, mais malgré tout, ils n'ont pas perdu Kiev et ils n'ont pas été balayés comme espéraient les Russes au mois de février dernier. Donc aujourd'hui, il y a pour l'instant un équilibre, même si depuis quelques jours sur le terrain, on voit les Russes qui avancent un peu plus. Enfin, les Ukrainiens n'ont pas complètement perdu. Et en tout cas, ils ont des alliés avec eux, ils comptent bien sur leurs alliés aussi. Oui, je suis d'accord, mais vous avez pointé une question qui est déterminante. Quels sont aujourd'hui les objectifs de guerre ? Je ne veux pas revenir sur les accords de Minsk, mais est-ce que c'est par exemple que l'Ukraine retrouve l'intégralité de sa souveraineté territoriale ? Ce qui veut aussi dire la Crimée. Et on ne s'est pas suffisamment mis dans nos échanges et discussions dans la tête et la vision stratégique de Poutine. C'est important aussi de réfléchir à la manière dont il voit ce conflit. Notamment avec la poussée nationaliste et le rêve d'une grande Russie. Donc c'est hyper complexe et c'est aussi hyper dangereux dans le sens où nous avons aussi affaire à une puissance nucléaire. Pas mal de réactions au 0826 300 300 avec Mohamed qui était avec nous. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, aux auditeurs. Voilà, je pense que moi, cette guerre, j'ai l'impression comme si Zelensky, c'est un va-t-en-guerre. Poutine, c'est un affreux jojo. Je pense qu'il a envahi un territoire qui ne lui appartient pas. Et en plus, cette escalade de fournir de plus en plus d'armements, je trouve que c'est un peu dangereux. Surtout qu'il y a de plus en plus de morts. D'après ce que j'ai compris, il y a plus de 100 000 morts du côté ukrainien, sans compter le côté russe. Et il y a la Chine qui fournit quand même des aides. Et tout ce matériel qu'on envoie, il faut une certaine technicité pour le faire fonctionner. Ouais. Et je ne vois pas comment on ne pourra pas être impliqué, comment on va faire pour ne pas envoyer des hommes. Je veux dire, c'est pas possible. La formation, on ne peut pas la faire en très peu de temps. Tout ce matériel, il y a besoin de techniciens sur place. Donc, ça veut dire qu'on va être de plus en plus impliqué. Je pense que la Crimée doit revenir aux Ukrainiens, mais je pense qu'un cessez-le-feu, quand on comptabilisera les morts, ça va faire très mal. Et j'ai peur que l'escalade continue encore, surtout qu'on parle de livrer des avions. C'est un petit peu dommage. Mais la question, c'est combien ça va nous coûter, Jean-Baptiste Noé, tout ça ? Oui, alors si les Ukrainiens achètent du matériel, ça peut aussi faire tourner notre armement militaire, notre industrie militaire. Ça peut aussi servir d'exemple pour d'autres pays. On l'a vu avec les Césars. Donc ça peut nous rapporter aussi. Mais pour compléter ce qu'a dit l'auditeur précédent, la formation, elle se fait pas non plus à distance. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudra bien envoyer des instructeurs sur place pour montrer comment on conduit ces chars. Et ces instructeurs, ce sont souvent des militaires. Donc certes, ils sont pas armés, mais ça veut dire que de facto, il y aura une présence militaire, française, anglaise ou allemande. Et à partir de là, on l'a vu avec le Vietnam, ça commençait avec l'envoi d'instructeurs et ça finit avec la guerre du Vietnam. Et dès qu'on envoie des instructeurs, on s'engage dans des rouages dont on ne connaît jamais la fin, mais qui sont des rouages qui vont généralement en accroissant le conflit et non pas en le faisant baisser. Jean-Baptiste Noé, est-ce qu'on n'est pas en ce moment dans... on tâte le terrain puisque la frégate russe Amiral Gorchkov a mené un essai a priori de simulation de missiles hypersoniques Zircon dans l'Atlantique sous la surveillance de la FREM, la frégate multimission Bretagne. Est-ce que là, quelque part, c'est pas aussi une escalade dont peu de gens parlent par rapport aux ventes de chars, mais des essais de missiles hypersoniques que les Russes sont les seuls à avoir entre les côtes américaines et européennes, est-ce que ça vous fait pas peur ? Oui, c'est de l'intimidation. C'est pour dire que si nous envoyons des gens en Ukraine, eux peuvent frapper partout sur notre territoire. Alors, ceci dit, si les Russes envoient un missile sur le territoire américain ou le territoire européen, c'est de facto un engrenage terrible et avec évidemment réplique. Et on pense notamment à la réplique nucléaire. Donc, c'est aussi une arme à manier avec beaucoup de prudence. Mais ça montre qu'on a une extension géographique du conflit. Et les Russes veulent montrer qu'ils sont capables de frapper de n'importe quel endroit. Ça veut dire que les forces françaises, le taux d'alerte va augmenter ? Le taux d'alerte va augmenter. Ça veut dire aussi qu'on va peut-être mettre en alerte les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins pour qu'eux aussi puissent intervenir.
Et en tout cas, ça veut dire que on rentre dans une guerre qui est mondiale, non pas au sens où tous les pays du monde sont impliqués, mais au sens où tous les territoires du monde peuvent être concernés par cette guerre. Avec un élément supplémentaire, un processus de dialogue ou de désescalade est totalement sorti des radars. Je ne sais pas si vous avez des éléments, mais il semblerait y compris que des échanges diplomatiques qui peuvent se tenir en off sont aujourd'hui totalement rompus. Philippe Bilger. Jean-Baptiste Noé, avec cette lucidité que donne le recul dans l'analyse des événements passés, est-ce qu'à votre avis, il y a eu un moment où le négociateur principal, peut-être que pour l'Europe, c'était Emmanuel Macron qui a cherché longtemps à avoir un contact avec le Poutine, est-ce qu'on a manqué quelque chose, à votre avis, à un moment donné ? Je ne crois pas, parce que Vladimir Poutine voulait la guerre et voulait attaquer. Il n'y a pas de moment où vous êtes quelqu'un qui veut la guerre, vous avez beau être un très bon diplomate, ça ne marche pas. C'est comme en amour, il faut être deux pour vouloir négocier. Et on a face à nous quelqu'un qui ne veut pas négocier. Et c'est bien tout le problème d'ailleurs de l'escalade, c'est imposer un rapport de force tel que même s'il ne veut pas, on le contraint à la négociation. Et ça, c'est très inquiétant. Aujourd'hui, il n'y a qu'une personne qui peut servir de médiateur, c'est Erdogan. Et c'est probablement lui qui, d'une manière ou d'une autre, sachant que la Turquie est dans l'OTAN, sera utilisé par les Américains. La Chine, la Chine aussi, mais la Chine n'est pas dans l'OTAN, donc n'est pas officiellement dans le camp européen et américain. Merci pour votre analyse. Une petite question concernant le Burkina Faso et le Mali aujourd'hui, parce qu'on a tous vu ce qui se passe actuellement au Burkina Faso et les divisions Wagner qui aujourd'hui sont l'arme au pied. À quoi joue Poutine aussi en Afrique noire? C'est très malin de sa part, c'est ouvrir un contre-feu sur l'arrière du front, c'est-à-dire grâce à Wagner. Opération d'ailleurs commencée il y a quelques années déjà, chasser la France de sa zone de puissance ou d'influence traditionnelle pour montrer que si nous soutenons les Ukrainiens, bien eux soutiennent les ennemis de la France. Et donc c'est une manière de mener une guerre par proxy également, c'est-à-dire une guerre non pas directement avec des Russes, mais avec des intermédiaires. C'est très habile. Et la crainte que l'on peut avoir, c'est que cette guerre par proxy contre la France se déplace notamment dans l'océan Indien. Vous savez que Madagascar a des revendications sur les îles éparses. On pourrait imaginer, pourquoi pas, qu'un jour, des soldats malgaches formés par les Russes prennent position des îles éparses. Et là, ce serait quelque chose d'extrêmement ennuyeux aussi. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur ce sujet très important. Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, c'était hyper intéressant. Vous restez avec nous dans quelques instants. C'est les quelques minutes. Oui, après ça c'est très léger. Oui, c'est même complètement con. C'est le quiz de l'actu. Vous parlez de vos questions. Oui. On va chercher à relever le niveau. Avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger est avec nous, Christophe Madrol est avec nous, Olivier d'Artigol est avec nous aussi, et puis Paul du Lot-et-Garonne, notre quatrième vraie voix, va pouvoir jouer contre l'un de vous, messieurs. J'espère que vous avez révisé un petit peu l'actu, parce que là, ça va envoyer sévère. Allez, bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Bienvenue dans les vraies voix. On est ravis de vous retrouver avec nos amis, nos amis enfin amis. N'exagérons pas non plus. Non, pas trop vite. Non, pas trop vite en besogne. Après, ils sont capables de venir dîner chez Philippe David ou moi. Enfin voilà, on se calme quand même. On va dire non. Allez, on vous aime. Si c'est que dîner, ça va, Cécile. On est capable de squatter. On peut peut-être parler d'autre chose. Vous êtes capable de avec Philippe, on peut habiter chez toi, Cécile. Voilà, vous serez protégé comme le son. Ah non, mais moi je vous invite quand vous voulez chez Philippe David. Quand vous voulez. Vous y allez quand vous voulez. Vous restez une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 an, vous faites comme vous voulez. Ça me va vraiment, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Allez, tout de suite. Manifestement, il est enthousiaste. Je pense qu'il n'a pas compris. Surtout que j'ai vu les photos qu'il était sur les matchs là, de foot et tout, ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. On risquerait de partager la suite avec Jean Lassalle et d'entendre des chansons. Allez, bienvenue, c'est les vraies voix, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et heureusement que Paul est avec nous du Lot-et-Garonne. Ça va, Paul ? Ça va, merci. C'est une belle tranche de rire encore, c'est très bien. Oh, écoutez, très bien. Alors, est-ce que vous avez choisi votre adversaire entre Philippe Bilger, entre Olivier d'Artigol et Christophe Madrol ? Je vais jouer la carte du Sud-Ouest, je vais défier Olivier d'Artigol. Vous êtes où dans
Lot-et-Garonne. Pas loin de Tonnes. Pas loin de Tonnes. Voilà, donc... Vous connaissez, c'est un tout petit village, moi. Ça s'appelle Razimé, il y a 300 habitants. Voilà, un petit village, mais deviendra grand, vous allez voir. Quand vous allez le laminer, malheureusement, là, il prend des respirations. Mais allez. Paul, vous le connaissez déjà, Olivier d'Artigol, pour le choisir, vous savez pas qui c'est? Non, c'est notre solidarité du Sud-Ouest. Non, mais il s'est très bien vanté tout à l'heure. J'ai pas osé défier Philippe Bilger parce que j'avais peur de me faire ridiculiser. Pourtant, mon cher Paul, vous savez que bien commencé, restez sur vos... J'ai connu quelques roues de bicyclette depuis 2 à 3 jours. Ah oui, c'est vrai que depuis le début de la semaine, les auditeurs gagnent à chaque fois. Oui, mais je ne suis pas assez motivé. Heureusement, Christophe est là. Non, on va laisser Olivier gérer. D'autant plus que je ne suis pas, je vais faire la géographie, mais les auditeurs aiment bien, du Sud. Je ne suis pas béarnais d'origine, je suis du Sud Gironde et de la vallée de la Garonne. Donc c'est. Oui. C'est super intéressant. Mais non, c'est pas fou, en fait. C'est parce que. Ça nous dit énormément de choses. Alors, les amis, je vous rappelle, Christophe et Philippe Bilger, que vous jouez, bien entendu, vous êtes du côté de Paul. Donc si vous donnez la bonne réponse, vous avez le droit de réponse et les points vont à Paul. C'est avec grand plaisir. On y va. Première question, c'est une question société. Chez qui peut-on désormais payer son loyer? Il n'y a pas de proposition. Il y en aura si toutefois vous ne répondez pas à la question. Dans les cafés, non? Les buralistes. Les buralistes. Bravo, Voilà. Philippe Bilger et effectivement Paul. Mais comme je suis avec Paul, voilà, ça tombe bien. les buralistes, 2 points. Je crois qu'on a perdu Olivier d'Artigol. Merci Philippe Coy, je l'appellerai. Encore un palois. Deuxième question. Question chiffre. Qu'est-ce qui a fortement baissé de l'ordre de 114 000 personnes sur le 4e trimestre 2022? Les naissances. Bonne réponse, non. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol, le nombre de chômeurs. Dans 114 000 naissances de moins en un trimestre, ça fait beaucoup. Alors, je vous conseille, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, de vous abonner juste avant la fin du jeu. Dès qu'il gagne, Olivier d'Artigol, il me regarde, l'air de dire « T'as vu, c'est qui le patron ?» Donc, c'est deux partout. Deux pour vous, Paul, et deux pour Olivier d'Artigol. C'est une question Kikadi. Kikadi. L'homosexualité. Non, vous allez voir, la phrase n'est pas drôle. L'homosexualité n'est pas un crime, mais un péché. Le pape. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Effectivement, c'est le pape. Oui, c'est pas super. Oui, non, c'est pas génial. C'est pas. Voilà, il est le pape. Hein. Oui, il dit aussi des bêtises, le pape. Je suis pas d'accord. Ah bon? Non, de la part du pape, il est logique. Oui. C'est un débat là. Je vois avec plaisir que ceux qui connaissent le mieux le pape, ce sont en général des... Je l'aime assez celui-là. Il fait beaucoup de politique. On peut dire qu'il n'est pas très gai. Qui a dit une nouvelle question on peut faire le score. Oui, 4-2. On peut faire le score. Qui a dit merci à vous tous qui prenez le risque de fréquenter le diable d'aussi près? Je l'ai pas. Ne parle pas de nous. Non. Puisque Olivier est là. Qui a dit non? Pas mal. Mais c'est pas lui. Merci à vous tous qui prenez le risque de fréquenter le diable d'aussi près. Bonne réponse de Christophe Madrone. Yes! Jean-Luc Mélenchon. Oui, il a dit ça lundi 16 janvier devant une assemblée studieuse de chercheurs, experts et militants réunis pour une table ronde de son nouveau groupe de réflexion, l'Institut La Boétie, consacré aux retraites. Voilà. 4 partout. Les amis, ça fait 4 partout. Paul, ça va? Ça va. J'essaie de répondre. Non, vous n'êtes pas du tout dans les pommes. C'est lui qui va tomber dans les pommes. Non, c'est la question où tout se joue. Attention, question indépendance. Quel pays prêt à fournir des chars à l'Ukraine et membre de la coalition de l'OTAN, la Pologne, a proclamé son indépendance le 25 janvier 1831? La Pologne. Bonne réponse. Oui, mais avant, il n'y avait pas une erreur dans le score. Je pense qu'il y avait une erreur. Non, il y avait 5 questions, 4-4. Alors attendez, je vais faire les comptes, Paul, vous bougez pas. Alors 1 plus 1, 2, c'est Paul qui a gagné. Mais non, j'ai 6, ils sont scotchés à 4, j'ai 6. Non, c'est comme ça. Excusez-moi. J'ai 6. Olivier d'Artigol, vous êtes mauvais joueur. J'ai répondu à 3 questions. On est comme en Parti Socialiste, on a dit qu'il avait gagné, nous on a décidé que Paul avait gagné. En plus, il est mauvais joueur. Je demande à la commission de recollement. Excusez-moi. À la main levée, qui est pour la victoire de Paul?
Voilà, on est 3 contre 2. Voilà, moi je suis honnête, je vote pour Olivier. Bravo Paul, vous restez avec nous, on revient dans un instant, on fait une petite pause. Bravo Paul, on est hyper fiers de vous, ça c'est le Lot-et-Garonne, ça cartonne le Lot-et-Garonne, on adore ça. Et ça fait du clic sur les réseaux sociaux, c'est dans quelques instants, il y aura le coup de cœur de Philippe David. Vous restez avec nous, c'est les vraies voix et on se détend ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix, ça continue avec Philippe Bilger, avec Olivier D'Artigol. C'est pas facile à dire D'Artigol, c'est marrant, hein, c'est pas facile. Vous voulez pas? Non, on change pas. On garde ce nom, définitivement. Olivier D'Artigol est avec nous, Christophe Madrol est avec nous, bien entendu. Et vous, au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus, vous êtes ici chez vous. Tout de suite, le coup de cœur de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Oui, je voulais rendre un hommage appuyé à Zlatan Ibrahimovic qui fait la promotion du film Astérix et l'Empire du Milieu dans lequel il joue le rôle d'antivirus. Ce matin, sur une chaîne concurrente, le footballeur suédois a déclaré, je cite, « J'ai confiance, je ne suis pas arrogant, j'ai élevé le football français au niveau mondial, le football français sait ce qu'il me doit ». Une déclaration tout en modestie, comme toujours avec Zlatan. Alors il est clair qu'avant l'arrivée de Zlatan au PSG en 2012, le football français n'existait pas. Il avait juste été une fois champion du monde, 2 fois champion d'Europe, et 3 Français avaient gagné le Ballon d'Or, alors que Zlatan n'a jamais fait mieux que 4e. Alors, après avoir élevé le football français au niveau mondial, la France va, grâce à Zlatan, découvrir le cinéma comique en le voyant dans Astérix et l'Empire du Milieu. De Funès, dont on commémorera les 40 ans de la disparition vendredi, sera ringardisé, Pierre Richard passera pour un croque-mort, et Les Bronzés font du ski et Le Dîner de cons passeront pour des comédies sociales pour intellectuels de centre-gauche. Merci Zlatan pour tout ce que tu as fait pour la France. Les Françaises te seront éternellement reconnaissants. C'était très bien. C'était très bien. Il est fort, ce Zlatan. Était modeste, il ne serait plus Zlatan. Bah ouais, c'est bien. Cher Philippe. Non mais attendez, là ça dépasse toutes les limites du ridicule, non mais justement, c'est himalayesque. Lui-même, il ne croit pas une seconde. Il est dans son personnage, c'est ça. Moi, je l'aime bien, il me fait rire parce qu'en plus, ça fait parler. Donc voilà, mais il reste dans son personnage. Quand il veut bien répondre sérieusement, il est intelligent. Il est intelligent. Vous l'aimez bien, Zlatan, Olivier D'Artigol ou Christophe Madrol? Moi, je ne commande pas les joueurs du Paris Saint-Germain en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Allez, l'OM. Ex-PSG. Ex-fan des 60s. Non, des années folles. Il n'est plus là, il est parti. Oui. Olivier D'Artigol. Non, ça ne serait plus Zlatan, je suis d'accord. Voilà, moi, du Zlatan qui fait du Zlatan, c'est bien. Oui, mais alors, Jeanne, est-ce que vous imaginez un Philippe David qui ne serait plus le Philippe David? Bah ouais, on aimerait bien. On aimerait bien. Un Philippe David qui ne ferait aucun calembour. Et un Olivier D'Artigol qui reconnaîtrait sa défaite contre Paul. Son humiliation. C'est fielleux, ça. Je demande un retour sur l'émission. La VAR. Oui, la VAR. La vidéo, bien sûr, la vidéo. Bon, il y avait des témoins, donc tant qu'il n'y a pas de témoins, on peut comprendre Olivier D'Artigol. Pas les conclusions du recollement. Non. Voilà. Bon, on n'en est pas là. Allez, tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Avec des échanges d'amabilité qui continuent au PS, les deux camps se prennent publiquement à partie après la réélection contestée du premier secrétaire. Oui, les accusations de triche de Nicolas Meyer-Rossignol dépassent le cadre de la polémique admissible. Selon Olivier Faure, le buzz sur le dos des milliers de militants qui se dévouent sans rien attendre, ça suffit, tweet le premier secrétaire en partageant cet extrait de Nicolas Meyer-Rossignol dans l'émission C'est à vous. Moi, je ne demande rien d'autre que la transparence et la démocratie. On est 24 000 votants. Pas beaucoup. Moi, je suis maire de Rouen. On organise des scrutins chaque année. Bon, sur beaucoup de monde, je peux vous dire que si on organisait des scrutins dans ces conditions-là, on serait en prison. En prison. Inacceptable. Il y a des faits. S'il y a des faits qui relèvent de la prison, j'ai pas entendu ça. Plus c'est petit, plus il faut saisir la justice s'il y a des faits qui relèvent de la prison, écrit Olivier Faure en commentaire de cette séquence.
Et un petit commentaire, non? Je les reçois à Marseille, ils arrivent à Marseille vendredi, donc je vais me régaler à retrouver un de nos amis, Olivier, puisque au Faro. Vous imaginez s'ils étaient à 12 000, mais ce que ça donnerait comme polémique. Je ne vois pas. En plus, ça me fait peine parce que le Parti socialiste a été un grand parti politique et c'est vrai que nous avons besoin aussi dans notre démocratie d'une force de gauche qui soit pas une force d'extrême gauche, avec la NUPES par exemple. Et c'est vrai que cet espace social-démocrate que le Parti socialiste pourrait occuper, aujourd'hui, il n'existe plus et c'est quand même dommageable. Mais vous ne croyez pas à une forme de triche, ni les uns ni les autres? En fait, au Parti socialiste, la triche est une habitude. On va pas reprendre, excusez-moi. Je viens de Marseille, je sais ce que c'est qu'effectivement, et on a vu dans beaucoup de... Fédération des Bouches-du-Rhône. La Fédération des Bouches-du-Rhône, comme la Fédération du Nord est historiquement forte en termes de cartes. Rappelez-vous qu'il y avait, à un moment donné, un nombre de cartes dans les Bouches-du-Rhône et du Nord qui comblait l'ensemble des cartes du Parti socialiste français. Donc voilà, c'est pas une... Voilà, mais à un moment donné, voilà, Olivier... Fais revoter tes militants, tes adhérents, et sortons par le haut de cette crise qui est stupide pour le Parti socialiste. Une séquence étonnante hier lors du débat sur la réforme des retraites, Félix. Mathilde Panot de la France Insoumise s'en prenait au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sur BFM TV, sauf que Jordan Bardella du RN était bien décidé à retourner contre elle les attaques de la présidente des députés Insoumis. Résultat, Olivier Véran n'a eu qu'à compter les points. Il y a des emplois à créer, Monsieur Véran, les 100 000 emplois qui manquent à l'hôpital public. Nous avons des millions d'emplois à créer dans ce pays qui sont socialement et écologiquement utiles. Et par ailleurs, nous avons 6 millions de personnes privées d'emploi et 14 000 personnes qui meurent directement chaque année des causes du chômage. Donc, non mais j'ai une question à vous poser, j'ai un petit trou de mémoire. Vous avez appelé à voter pour qui au second tour de l'élection présidentielle? Eh bien justement. Que je vous trouve très dur avec Monsieur Véran, mais je crois savoir que vous c'est pire. Vous avez fait voter activement. Vous c'est pire, non, mais rappelez-moi parce que j'ai un petit trou de mémoire. Vous votez avec la loi sur le pouvoir d'achat. Pour qui vous avez appelé à voter au second tour de l'élection présidentielle? Eh bien nous avons appelé à voter contre Marine Le Pen. Et qui était le candidat en face? Non mais j'ai un petit trou. Rappelez-moi parce que là j'ai un moment d'amnésie. Mais je vous trouve très dur avec Monsieur Véran. Je suis pas votre avocat, Monsieur Véran. Mais je vous laisse débattre entre vous là. Rappelez-nous. Je rattrape du temps, j'ai beaucoup parlé avant, je parlerai du fond. Voilà. Bon, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission, je vous tue le suspense. Sachez que sur les réseaux, dans chaque camp, tout le monde est formel pour dire que c'est son poulain qui a dominé. Et un mauvais point côté propreté pour les ministres à l'Assemblée nationale. Oui, hier, des députés ont posté des photos des bancs du gouvernement avec plein de papiers partout par terre à l'Assemblée ou bien même laissés sur les bancs après la fin de la session. A priori, d'ailleurs, ils ont même semé leurs documents chez les autres, puisque la députée réunionnaise Karine Lebon tweet même « Dites, Gérald Darmanin, si j'en crois le nom sur l'enveloppe de mon bureau, vous étiez assis à ma place hier lors de la question au gouvernement. La poubelle était très loin ou bien vous n'avez pas trouvé votre chemin ?» Le tout, évidemment, assorti d'une photo. On est un peu dans une cour d'école. Oui, de la belle politique. De la grande il devrait venir au vrai voir. C'est nickel, incroyable. Tout le monde débarrasse ses affaires. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est répugnant quand on pense qu'on parle de ça maintenant. Ouais, c'est dingue. On en est là, ça c'est sûr. Et un petit mot sur cette querelle avec Olivier Véran et avec Bardella, non, ou Mathilde Panot, non. J'ai suivi le débat parce que j'ai la passion de la politique. C'était pas un débat très intéressant. Malheureusement d'ailleurs, parce que nous avons besoin d'un débat démocratique de grande qualité pour décrypter et approfondir le débat sur l'avenir de notre système de retraite. Là, pour le coup, c'était un rendez-vous manqué. Vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de l'actu de nos vraies voix. Cette fois-ci, chacun voilà son importance dans l'actualité. Olivier d'Artigol est avec nous, Christophe Madrol, Philippe Bilger et vous au 0826 300 300. Ils vont parler de leur actualité, mais vous pouvez bien entendu nous appeler et prendre l'antenne dès que vous voulez. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le temps passe vite, Philippe David. Très vite. Avec les vraies voix sur Sud Radio, on est bien. On a un peu froid, mais on est bien. Et avec Philippe Bilger qui est avec nous, Olivier d'Artigol qui est avec nous, notre chroniqueur politique, et puis notre conseiller régional, Christophe Madrol. Ça va, Christophe ? Très bien, Cécile. Vous êtes heureux chez nous ?
qu'est-ce que je suis bien chez vous. Ouais. Je crois que je vais... Vous en apprenez des choses chez nous. Oui, Cécile. Bonsoir, Cécile. Je vais bien Christophe chanter Zach Varom. Avec cette voix, faut passer chez Brigitte Lahaie. Avec cette belle voix. Vous avez rappelé la voix de Macha Béranger en un peu plus viril. Oui, alors, vous êtes sur Sud Radio avec Cécile Ménil, Philippe David. C'était les fameux slows qui arrivaient vers... mais encore en 1930. Oui. Oula. Ah ouais, mais j'étais pas encore né. Allez, on revient dans les années 2000. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. J'adore ce jingle. Bravo Oui, Benoît, bravo notre Benoît. réalisateur qui nous fait toujours rire avec ces jingles. Philippe Bilger, sur la proposition du CESE de légaliser le cannabis, vous avez réagi. En effet, Cécile, il propose de légaliser le cannabis en mettant énormément de choses autour, des dispositifs de protection pour les mineurs, des instituts pour alerter sur les dangers de la drogue. Et en face du CESE, il y a des sommités médicales, l'une à Garches en particulier, qui dit que tout ça ne servira à rien, qu'il ne faut pas légaliser le cannabis, qu'en réalité, en l'interdisant aux mineurs, ça n'interdira pas à ceux-ci d'en user, au contraire. Ouais. Et donc, il est dramatique de proposer ça. Alors, je me demandais, mais c'est un peu de provocation, à partir du moment où il y a des avis autorisés des deux côtés, avec de la pertinence contradictoire mais évidente, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser les choses en l'état? Tout simplement. Voilà. Christophe. Olivier, moi c'est un dossier que je suis depuis maintenant pratiquement 25 ans, puisque j'avais été nommé par Bernard Kouchner à la mission interministérielle sur les questions des toxicomanies. Et depuis 25 ans, on nous sort toujours la même chose. On a suffisamment de recul aujourd'hui avec l'Espagne, avec la Hollande, avec aujourd'hui le Canada, pour voir quels sont les côtés positifs et négatifs d'une légalisation contrôlée du cannabis. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on ait une vraie étude, une vraie commission parlementaire qui auditionnerait la police qui est très partagée sur le sujet, les médecins qui sont très partagés, les travailleurs sociaux, l'ensemble des partenaires, pour qu'on ait une vraie position sur le sujet. Parce que c'est un peu le serpent systématiquement qui ressort. On est pour, on est contre, et on s'envoie des tartes à la crème sur la question de la légalisation. Moi aujourd'hui, je suis Il y a légalisation et dépénalisation. Moi je suis aujourd'hui... Quand je vois la situation dans les quartiers nord de Marseille en l'occasion ou dans d'autres quartiers, quand je vois aujourd'hui la situation de la police et le temps passé pour en discuter avec l'ensemble des policiers qui travaillent sur le terrain, à courir après des petits dealers, soit qu'on casse le marché en ayant un contrôle d'État sur la vente du cannabis, soit qu'on ne trouvera pas de solution pour régler le problème. Alors, il faut préciser que l'avis du CESE va vers une légalisation encadrée. Avec des garde-fous. Après des auditions nombreuses, avec du dissensus en effet auprès de médecins spécialistes sur ces questions-là, car il s'agit d'abord en premier lieu d'une question aussi de santé publique. Les politiques publiques qui ont été menées aujourd'hui sont en échec, à la fois sur le niveau de consommation. Nous sommes l'un des pays de l'Union européenne où la consommation est la plus importante. Par rapport aux Pays-Bas, j'ai fait une émission il y a quelques temps, une consommation 6 fois supérieure par rapport aux Pays-Bas, c'est légal. Et j'ai envie de dire, concernant la lutte contre les trafics, qui prospèrent, et on sait très bien combien l'économie souterraine dans les quartiers prospère de cette activité-là. Donc moi je suis pour qu'on instruise la question en essayant de ne pas se renvoyer, comme on l'a fait dans d'autres années, des arguments d'autorité, pour résumer, mais qu'on réfléchisse à la situation, alors que le Canada l'a mis en œuvre et que l'Allemagne s'apprête à le faire l'année prochaine. Philippe
À tout ça, on pourrait répondre que cette légalisation encadrée ne va absolument pas éradiquer les trafics. Mais on va passer aux autres tours de table, sinon on n'a plus le temps. Mais c'est un vrai débat qu'on pourra avoir à un autre moment, parce que c'est un vrai sujet. Olivier d'Artigol voulait revenir sur les réalités des aides versées aux TPE. On a besoin de ressources humaines dans les services publics, pas de serveurs ou de sites internet. C'est 2 articles dans la presse ce matin qui m'ont alerté là-dessus, à savoir que Bruno Le Maire multiplie la communication sur les aides aux TPE, notamment, on a vu l'actualité sur les boulangers, dont il a été question sur les zones de Sud Radio, sauf qu'il y a un article aujourd'hui dans le Figaro qui donne la parole à ces patrons des très petites entreprises et qui disent mais c'est l'enfer. C'est l'enfer parce qu'il y a plusieurs dispositifs. Quand on essaye d'être éligible à l'un des dispositifs, on a des difficultés nombreuses et variées. Je tombe sur un autre article dans Le Parisien, les formations en chute libre à cause des démarches administratives qui sont dématérialisées. C'est un vrai problème. Nos services publics ont besoin de personnes au téléphone et non pas uniquement de serveurs et de sites internet qui ne permettent pas d'apporter des réponses précises à des questions qui le sont tout autant. Je suis déjà intervenu là-dessus sur l'antenne de Sud Radio. Il me semble qu'on a besoin, pour que tout cela fonctionne, de présence, d'expertise humaine et de dialogue quand on essaie de résoudre un problème administratif. Et souvent dans l'urgence concernant, pour le coup, le bouclier tarifaire. Oui, c'est ce que disent beaucoup de gens, le retour à l'humain, Christophe Madrol. Moi, mais moi, ça me rend dingue. Hier, j'ai passé 3 heures à essayer d'avoir quelqu'un pour ma mutuelle, avec ma sécu et ma surcomplémentaire. J'ai mis 3 heures. 3 heures. Et en plus, mon téléphone... à un moment donné, je faisais le 36, je n'aurais pas le nom de ma mutuelle. Vous avez pris un RTT pour faire ça, mais je suis devenu dingue. J'ai passé la matinée à essayer d'avoir quelqu'un. Et je suis passé par un autre service en essayant de prendre le numéro et de rajouter des numéros derrière pour avoir quelqu'un de physique. Et j'ai eu une dame adorable, si elle m'écoute, on vous salue, c'est dans la mutuelle, qui a réussi à me passer le premier service, qui me disait en fait de revenir au serveur vocal parce qu'elle ne pouvait pas me répondre. J'ai galéré il y a quelques semaines. Et j'ai dû passer un SOS sur les ondes de Sud Radio pour avoir un contact avec Action Logement. Ils m'ont rappelé le lendemain parce qu'ils ont eu écho de mon appel. Mais sinon, je n'arrivais pas, je tombais sur les standards. Moi, sur un autre plan qui n'est pas réjouissant, je n'arrivais jamais à obtenir la CIPAV. J'appelais dans le vide. Un jour, j'ai fait un tweet en disant c'est pas possible de... Dans la seconde, j'avais le patron qui a été adorable. Mais c'est souvent le cas d'interpeller sur les réseaux sociaux. Imaginez que nous vivons ça, mais imaginez les personnes qui sont vraiment en difficulté, qui ont besoin urgemment d'avoir quelqu'un de physique pour leur parler de problèmes qui sont incompréhensibles, et ben ils tombent sur un numéro. Et puisque vous avez la parole, Christophe Madrol, les 300 dauphins retrouvés morts sur les plages de l'Atlantique entre Noël et le 15 janvier, une information importante, et c'est bien d'en parler. Oui, mais voilà, je voudrais un peu relayer la lettre que Bougrain-Dubourg a fait à Emmanuel Macron avec de nombreuses associations. Il y a eu donc 300 dauphins communs qui ont été retrouvés sur les plages de l'Atlantique. Il y a régulièrement des dauphins que l'on retrouve sur les côtes de la Méditerranée. Vous savez l'amour que j'ai pour la Méditerranée. Et j'aimerais à un moment donné qu'on comprenne. C'est pas je ne me combats pas les pêcheurs. Simplement qu'à des périodes de l'année, la pêche aux chalutiers dans certains endroits de Méditerranée ou d'Atlantique ne sont pas possibles parce que c'est à ce moment-là que les dauphins ils fraient dans ces zones-là. Et le fait de mettre des filets dérivants prennent ces dauphins, et ces dauphins sont des espèces protégées. Donc, Monsieur Macron, s'il vous plaît, 100 000 dauphins sont tués tous les ans par les filets dérivants et par les chalutiers. Donc à un moment donné, répondez à Monsieur Bougrain-Dubourg et trouvez des solutions. C'est important après la COP biodiversité. Vous avez parlé de ces dauphins tel un roi, mon cher. Merci, Monsieur Bell. C'est assez, dit le dauphin. Je me cache à l'eau pour avoir le dauphin. Enfin, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix. Il n'en fait pas. Ça lui a coupé le sifflet. Moi ça m'a fait flipper. Et on va revenir sur le scandale Orpea de Bisbee aussi. Un autre poids lourd du secteur des EHPAD visé par des plaintes. On en parle dans quelques instants. Vous voulez en parler? 0826 300. On vous attend au standard. C'est les vraies voix. Et on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Retour des vraies voix avec ce trio de choc, Philippe Bilger, Christophe Madrol, Olivier d'Artigol. Ils vous regardent l'air de dire n'importe quoi. Ils sont là, ils vous regardent. Ils sont modestes. Ils attendent qu'on les flatte. Blaze, flattez-moi. Flattez-moi mon bon Blaze. Effectivement, on est ravis de vous retrouver. 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr commenter les débats aujourd'hui. Allez, on démarre tout de suite avec le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc après le scandale Orpea, Domus Vie, un nouveau poids lourd du secteur des EHPAD, visé par des plaintes, Philippe. Oui, Cécile, selon une étude du Crédoc, 2 Français sur 3 éprouvent de l'inquiétude sur les maltraitances dans les EHPAD. Vous avez eu ou vous avez encore un proche en EHPAD, vous nous appelez, Aude attend vos appels au 0826 300 300, on attend vos témoignages. Et pour le moment, vous êtes 59%, je crois, à penser que, avec craindre... oui, que la maltraitance, en tout cas, en EHPAD. Notre invité pour en parler, Romain Gisolme, est avec nous, directeur de l'association des directeurs des services de personnes âgées. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous de l'invitation. Petit tour de table sur le grand âge, Philippe Bilger, et sur la gestion justement du grand âge dans les EHPAD. Merci ma chère Cécile de me donner la parole le premier au sujet du grand âge. Ça me paraît très logique d'ailleurs. Vous êtes jeune, parce que c'est la jeunesse qui parle à... Sérieusement, je me demande si... depuis quelques mois, la focalisation totalement normale qu'on a sur les EHPAD, et les mauvais traitements qui s'y déroulent parfois n'ont pas une double conséquence un peu perverse. Et j'aimerais évidemment l'avis de notre invité là-dessus. D'abord, est-ce que ça ne laisse pas croire que l'ensemble des EHPAD sont dans une situation, j'allais dire, un peu sadique à l'égard des personnes âgés qui s'y trouvent? Et deuxième élément, est-ce qu'au fond, lorsqu'on dénonce un mouvement et qu'on déplore les mauvais traitements, est-ce que ça signifie absolument que l'État s'en préoccupe? Je me demande si c'est cette double conséquence qui me préoccupe. Est-ce qu'elle existe? Vous allez pouvoir répondre, Romain Gisolme. Absolument, mais... Vous faites le tour de la question, je crois, avec ces éléments. Parce que, oui, ça laisse penser que parce qu'il y a eu des pratiques répréhensibles dans un groupe d'établissements, dont il faut quand même garder en tête qu'il représente 350 établissements sur 7500. Eh bien, ce serait le cas dans tous les établissements. Or, on voit bien qu'avec les contrôles qui ont été lancés par l'État suite aux révélations du livre de Castanet, de Victor Castanet, en fait, il y a, je crois, moins de 1% de saisine du procureur. Donc, oui. C'est-à-dire que c'est même pas encore jugé comme étant répréhensible. Et si ça l'est, il faut que ce soit sanctionné. Mais on voit bien que sur 1400 établissements contrôlés, en fait, il y a moins d'1% qui font l'objet d'une saisine. Bon, donc ça reste évidemment de trop, mais ça reste quand même très peu. 99% des établissements contrôlés, en fait, ne font pas l'objet d'une saisine du procureur de la République. Donc ça, c'est un premier élément. Vous avez raison. Il faut quand même considérer qu'il y a la situation d'un groupe, et puis après, il y a l'ensemble du secteur de l'aide aux personnes âgées. Et puis, deuxième élément, ce sur quoi aussi je vous rejoins, c'est qu'il faut aussi comprendre ce que sont les faits reprochés. Dans le groupe en question, ce qui était reproché, c'était des pratiques frauduleuses, du détournement d'argent public. Ensuite, la question des maltraitances. Là aussi, il faut les regarder au regard de ce que dit la loi. Et il se trouve que l'État a adopté, et le Parlement a adopté une loi en février 2022 qui dit que les maltraitances, elles peuvent être de deux ordres. Soit effectivement le fait de personnes individuellement, de gens effectivement qui sont malades, sadiques, etc., du fait individuel, quelqu'un qui frappe quelqu'un, et effectivement, il faut le condamner fermement. Et puis, ça nous dit également, cette loi qui a été adoptée, que l'effet de maltraitance, c'est le fait de ne pas prendre suffisamment de temps avec une vieille dame ou un vieux monsieur pour l'accompagner aussi correctement qu'il conviendrait de le faire. Et ça, c'est un tout autre problème. Parce que ça pointe le retard, effectivement, de la France en termes d'aide aux personnes âgées. Et ce n'est pas les contrôles lancés par l'État qui vont régler cela. Ce qui va régler cela, c'est de permettre à ces professionnels,
parce qu'on augmenterait le temps dont ils disposent, de mieux accompagner les personnes âgées. D'ailleurs, que ce soit en établissement, mais il faut garder en tête que la moitié des personnes âgées qui ont besoin d'être aidées aujourd'hui, c'est autant en établissement et à domicile de la même manière. On va faire réagir nos éditorialistes. Olivier d'Artigol, la réponse des pouvoirs publics, c'est à la hauteur des enjeux. Il y a besoin d'un recrutement massif et d'une valorisation de ces métiers. Le livre de Victor Castanet a été une véritable bombe, et tant mieux. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau. Il y avait eu un livre de Paul Nénin 10 ans plus tôt. Je tire mon chapeau d'ailleurs aux établissements et au personnel qui se comportent bien. J'en connais sur mon territoire. Si. Mais heureusement que Victor Castanet, je ne suis pas donc dans l'amalgame, vous avez raison monsieur, a pointé un certain nombre de questions qui ne sont pas uniquement un dysfonctionnement, mais une véritable honte pour une société développée comme la nôtre. Cette société où on a mis nos vieux, on n'emploie même plus ce terme, loin des regards, dans une forme d'invisibilité. Regardez dans certains pays ou sociétés, en Afrique ou en Asie, les choses se passent différemment. Et on a sous-traité cette question-là à des établissements qui étaient que sur des objectifs pécuniaires et lucratifs. Le marché des vieux, avec des situations inacceptables, indignes. Donc le livre a été quelque chose de très salutaire. La réponse publique, elle tarde, elle n'est pas au niveau. On nous parle de cette loi grand âge depuis des années, elle n'est toujours pas là. Il y a besoin d'un recrutement et d'une valorisation de ces métiers, ça n'est toujours pas le cas. Et heureusement que des familles et des soignants ont dit voilà ce qui s'est passé. J'étais très touché, monsieur, par des personnels à Pau qui m'ont dit, vous savez, monsieur Artigol, on adore notre métier, mais on va tellement mal qu'on en devient maltraitant. Ouais. Et la personne qui m'a dit ça avait les larmes aux yeux. Ça m'a beaucoup marqué. On va faire réagir Christophe Madrol. Est-ce qu'il faut entourer, parce qu'il parle d'argent, est-ce qu'il faut entourer les taux de marge des EHPAD, par exemple, encadrer? Oui, parce que oui, bien sûr, parce que c'est un service public, mais Olivier a très bien dit les choses. La vieillesse est devenue un marché depuis plusieurs années. Moi, vous le savez, j'ai accompagné mon papa. Ça s'appelle la silver economy, d'ailleurs. Exactement, j'ai accompagné mon papa, moi, en EHPAD, et Dieu merci, dans un très bon EHPAD, la l'île de la Réunion, où il y avait des moyens qui étaient mis pour accompagner les personnes âgées. Mais je sais aussi qu'à Marseille, il y a des EHPAD qui peuvent nous interroger sur le nombre d'encadrants. Là, je notais la question de la formation. Ma fille aînée a fait son stage, puisqu'elle est en aide à la personne en première. Elle a fait son stage en EHPAD. Elle me disait que le niveau de formation des personnes accompagnant les personnes âgées n'était pas du tout au niveau. Il y avait un problème de formation des encadrants pour accompagner les personnes âgées. Donc oui, Cécile, il y a la question de la marge. C'est un service au public. Et je voudrais quand même saluer la plupart des centres qui reçoivent les personnes âgées sont bien tenus quand même. Et il y a des initiatives qui sont prises, en tout cas à Marseille, je ne sais pas si chez toi à Pau, où on fait des appartements partagés, où il y a des immeubles qui sont repris, où on met des personnes âgées avec des étudiants. C'est ça. Et je trouve que ce système-là, quand la personne n'est pas grabataire, complètement grabataire, c'est une façon aussi d'envisager le quatrième âge d'une manière plutôt positive. Romain Guizolme, certains reprochent à Emmanuel Macron d'avoir un peu lâché la loi grand âge. Vos chroniqueurs l'évoquent parfaitement. C'est un sujet qui est reporté de quinquennat en quinquennat. Donc Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, avant lui François Hollande, avant lui Nicolas Sarkozy, et je vous dirais, avant lui Jacques Chirac. Il faut toujours garder en tête, vous savez, la défenseure des droits a rappelé récemment que pour mieux accompagner les personnes âgées, il faudrait arriver à mettre en place des ratios de personnel comme ça se fait dans d'autres secteurs. Ce qui imposerait un nombre minimal de personnel à disposition des personnes âgées qui sont accompagnées dans ces établissements. Le ratio évoqué, c'est celui de 8 professionnels pour 10 personnes âgées accompagnées. Bon. En fait, ce ratio, il vient d'où? Il vient d'une promesse du quinquennat Jacques Chirac. Après la canicule de 2003, en 2006, l'État, dans le cadre d'un plan qui s'appelait le plan Solidarité Grand Âge, avait dit à la profession et aux Français, nous allons passer d'un ratio aujourd'hui de 6 pour 10, et on est à peu près à ce niveau-là aujourd'hui, à un ratio de 8 pour 10 à horizon 2012. 10 ans après, nous en sommes à peu près toujours au même point. Donc on voit bien qu'effectivement, et là aussi ça a été évoqué précédemment, le sujet, c'est celui de pourquoi les personnes âgées
passe toujours après toute autre priorité. Évidemment qu'un État a beaucoup de priorités à gérer, l'emploi, la jeunesse, etc. Mais pourquoi ce sujet passe toujours après? Et très clairement, il y a la question de l'invisibilité. Dernier élément, très rapidement, Cécile de Minibus, il y a aussi la question de la considération de l'investissement à faire. L'État considère que l'aide aux personnes âgées, c'est un coût, c'est une charge. Et jamais il n'est considéré que c'est un investissement au bénéfice des plus vieux et des plus jeunes, parce que si on crée des centaines de milliers d'emplois dans ce secteur, d'abord ça donnerait du travail à nos jeunes, et par ailleurs, ça permettrait de mieux accompagner les personnes âgées. Ben, on part au standard 0826 300 300 avec Paul qui est avec nous et Gilles. Paul, rebonsoir, vous voulez réagir sur, cette question du grand âge? Oui, mais moi j'ai un témoignage personnel. Au mois de juillet, on a perdu mon beau-père, donc on s'est retrouvé avec ma belle-mère de 82 ans. Donc on a essayé de la garder, mais c'était très compliqué parce qu'elle a quand même quelques soucis de santé. Donc on a pu la placer dans un EHPAD intercommunal pas très loin de chez nous. Et honnêtement, on a été agréablement surpris parce que le personnel est très accueillant. La cuisine est faite sur place. Il y a un nombre de personnel qui est conséquent, qui est insuffisant, mais qui est quand même dévoué, parce que ce qui compte, c'est pas forcément le nombre, c'est la qualité des personnes. Parce que les gens qui n'aiment pas faire ce métier, de toute façon, il ne s'en pas. Et honnêtement, ça se passe très bien. Il y a des animations, c'est à la carte suivant l'état de santé des personnes. Honnêtement, on a été agréablement surpris et ça fait plaisir de voir quand même qu'on ne maltraite pas les personnes âgées. Parce qu'une société qui maltraite ses aînés, ses pères, ses grands-pères, c'est inadmissible. Ça fait plaisir de l'entendre, Paul, et en tout cas, vous pouvez, vous pouvez les citer, hein, parce que c'est toujours bon. Les pas du Mas d'Agenais. Et ben voilà, qu'on embrasse et bravo de le faire. Et on les embrasse. Et Gilles au 0826 300 300, bienvenue Gilles. Oui, bonsoir à la fine équipe. Oui, la fine équipe, ça dépend lesquels. Il parlait pas de vous, hein? Non. Je ne veux pas être désagréable. Non, mais moi non plus. C'est pour ça que je ne dis rien, je ne réagis pas. Moi non plus. J'appelle Philippe David Culbuto, c'est pour ça que ça me fait rire. Non, mais je vais me regarder dans une glace pour être le clone de Philippe David. C'est ça, ça fera une boule. Avec la même coupe de cheveux. Voilà. On vous écoute, Gilles. Voilà, donc moi, mes parents ont fini leur vie à l'EHPAD, tous les deux, à 3 ans d'intervalle. Ils ont été bien traités. Je suis d'accord quand on parle de maltraitance, parce qu'en fait, les soignants sont dépourvus, parce qu'il manque énormément de soignants dans les EHPAD, et donc ils courent et ils n'ont pas le temps. Le temps de prendre le temps, ils n'ont pas le temps de prendre le temps, c'est ça. Ils ne peuvent pas prendre le temps, c'est pas possible, ils sont pas assez. Et par contre, si vous voulez, moi, le départ de ma mère a été un petit peu amer, dans la mesure où elle a perdu son autonomie, et quand elle a compris qu'elle perdait son autonomie, qu'elle ne pourrait plus rentrer chez elle, elle s'est laissée glisser. Et là où moi je voudrais aborder le sujet, c'est sur les moyens qu'il y a dans les EHPAD, parce qu'en fait, dans les activités, on a un retard considérable en France par rapport aux pays de l'Europe du Nord sur l'activité physique pour les seniors. Et c'est déjà une prévention pour éviter l'EHPAD. Ça permet aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible. Mais quand ils sont dans les EHPAD, au niveau activité physique, c'est le désert total. Oui, c'est ça. Nous, à la suite de la déconvenue que nous avons eue avec ma maman, ma femme a recherché pour voir s'il y avait des solutions, si on avait manqué quelque chose. Elle a trouvé quelque chose en Angleterre. Et de ça, on a créé, nous, une société. On propose dans les EHPAD du matériel pour que les seniors puissent pratiquer de l'activité physique adaptée. Ah ben ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée, effectivement. La société Silverform Développement, si vous allez sur YouTube, vous allez voir, c'est quelque chose de tout à fait innovant. Il faut savoir que depuis 5 ans, le gouvernement dit qu'il faut pratiquer de l'activité physique adaptée, mais ne donne aucune solution. C'est vrai nous en avons une. C'est vrai qu'il y a parfois des consoles de jeux, c'est-à-dire qu'on fait jouer des personnes âgées à des consoles de jeux et ça leur fait faire. Avez-vous vu cette étude qui a été faite, qui a été lancée en 1938? Pardon Gilles, c'était des. Vous n'avez pas vu ça? Kennedy avait été d'ailleurs au début de sa jeunesse pris dedans sur l'accompagnement des personnes âgées. Et en fait, ils expliquaient que les personnes vivaient le plus longtemps ceux qui avaient des réseaux sociaux autour d'eux et surtout qui faisaient de l'activité physique. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas vu ça? Kennedy en avait beaucoup. Ouais.
On vous a pas entendu, Philippe Bilger, c'est dommage. Philippe Bilger disait que Kennedy avait beaucoup d'activités physiques. C'était son remède. On s'en souvient. Le mot de la fin, peut-être, Romain Guizolme, directeur de l'association des directeurs. Quand vous entendez tout ça, finalement, il y a des côtés positifs aussi, c'est bien de le signaler. Mais absolument, c'est très volontiers pour le mot de la fin. D'abord pour vous remercier les uns et les autres de tous remarquer combien les professionnels sont engagés dans leur travail et essaient de faire au mieux qu'ils le peuvent avec les moyens dont ils disposent. C'est vrai, c'est juste. Merci de le remarquer parce que ça, c'est majeur, quels que soient les professionnels. Et deuxième élément, je trouve que la concordance des témoignages de Paul et de Gilles, qui nous disent tous les deux que ce qui permet de se sentir bien, d'ailleurs que ce soit en établissement ou à domicile, et de la même manière, au travers de l'étude qui a été évoquée, c'est de continuer d'avoir des liens, d'avoir des activités, de rencontrer des gens, de faire des choses. C'est ça qu'attendent les personnes âgées. Et c'est en ça que nous disons à l'État, arrêtez de nous dire que nous ne pouvons recruter que des soignants, alors qu'on sait qu'ils ne sortent pas des écoles d'aides-soignantes, des infirmières, etc. Permettez-nous d'aller embaucher des éducateurs physiques, des animateurs, des travailleurs sociaux, etc., etc. Et vous verrez que ça commencera à aller mieux dans les établissements. Merci beaucoup, Romain Guizolme, d'avoir été avec nous, directeur de l'association des directeurs. Directeur au service des personnes âgées. Et on embrasse tous ces EHPAD et tous ces personnels soignants, bien entendu, qui font parfaitement bien leur travail. C'est l'occasion de le dire. Vous restez avec nous. C'est pas fini, hein, les gars, c'est pas fini. Hein. Il va encore se passer des choses. Vous me regardez, l'air de dire ah, c'est fini. Ben non, c'est pas fini. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On est ensemble jusqu'à 19h. Et bing, à tout de suite. Derrière la ligne droite des vraies voix, en version Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, Christophe Madrol, bien entendu. Et vous avez toujours des réactions au 0826 300 300. Et c'est Nathalie qui est avec nous, qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Oui, bonsoir. J'appelle des Pyrénées-Orientales. Il y a une erreur sur le... C'est à l'opposé. C'est à l'opposé, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vous voulez revenir sur la thématique du grand âge aussi, vous aussi? Oui, en fait, je voulais parler du cas de ma grand-mère rapidement. Ma grand-mère est une dame qui a commencé à travailler, elle avait 12 ans. Elle a travaillé jusqu'à la retraite. Et puis, elle s'est retrouvée en EHPAD parce que malheureusement, elle était sur un fauteuil roulant et elle était Alzheimer, donc on ne pouvait plus la garder à la maison. Donc, cette dame méritante, qui avait travaillé toute sa vie, s'est retrouvée dans un établissement, dans un EHPAD, qui... Le personnel n'était pas maltraitant du tout, c'était juste qu'il y avait un manque de personnel et donc on ne s'occupait pas d'elle comme on aurait dû le faire, comme elle le méritait en fait, voilà c'est ça, comme le méritaient tous les résidents de cet EHPAD et de tous les autres EHPAD. Et ça l'a impacté elle ou pas? Elle avait perdu la raison, donc elle ne se rendait pas compte, mais c'est l'entourage qui souffrait de voir de quelle façon elle était traitée. C'est pas le mot, c'est compliqué à expliquer. Mais par exemple, cette dame qui avait perdu la raison ne savait pas s'alimenter seule. Ce qui veut dire que le soir, ma maman allait tous les soirs à l'EHPAD pour être sûre qu'elle mange. Parce que le personnel n'avait pas le temps de s'occuper d'elle. Il posait le plateau, il partait. Et puis, s'il n'y avait personne pour la faire manger, le plateau repartait plein. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est de la maltraitance... En quelque sorte, c'est de la négligence, en fait. Oui, par manque de personnel, voilà, par manque de personnel. Alors, moi, je suis... quand j'entends dire que l'État estime que les personnes âgées sont une charge lourde, ça me révolte parce que en EHPAD, il y a des tas de gens qui ont travaillé toute leur existence, qui ont économisé pour se payer une maison et qui sont obligés de vendre leur maison pour payer l'EHPAD. Et à côté de ça, vous avez des gens... Alors, je fais la comparaison parce que c'est révoltant. Vous avez des gens en prison qui n'ont jamais rien fait pour la société, qui pour la plupart ne feront rien pour la société et qui, eux, sont totalement pris en charge. Et l'État n'en parle pas, donc ça doit leur convenir. Voilà. Ouais. C'est vrai que Nathalie n'a pas tort. Enfin, la prise en charge de nos anciens est quand même assez terrible. Et quand on voit le prix que ça coûte, le montant des retraites et ce que ça coûte aux enfants. C'est un élément central pour voir l'état d'une société. La manière dont on accompagne nos anciens dans le crépuscule de la vie. Dans ce phénomène de glissement qui a été très documenté, on voit combien des personnes âgées, lorsqu'elles voient qu'il n'y a plus d'attention, d'amour, de considération, vont engager ce glissement, ce départ. Alors, heureusement pour ma grand-mère, elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Mais ça a été très très dur pour nous. Pour l'entourage, ça a été très très dur.
Ah ouais, c'est ça. On ne mesure pas la violence pour le dommage collatéral. Par rapport à la question de Cécile de Minibus sur la question de l'État. La formidable question. Extraordinaire. On n'aurait même pas besoin de réponse. C'est vrai que les progrès de la médecine nous amènent effectivement à espérer des vies plus longues. Des vies plus longues. Donc la prise en charge des personnes âgées vont devenir un sujet de plus en plus criant. Donc l'État doit se saisir du dossier. Clairement, quand tout à l'heure l'invité nous disait que depuis Romain nous disait que depuis Chirac, rien n'avait été fait, c'est inadmissible. Moi, j'ai perdu mon papa au mois de janvier dernier, qui était en EHPAD, je vous l'ai raconté tout à l'heure. Je peux vous dire que dans l'EHPAD, il était bien suivi, mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui nous s'adressent à nous. Nathalie montre bien aussi la difficulté de l'État aujourd'hui. Il doit avoir des priorités. La phrase d'Olivier tout à l'heure, beaucoup la porte aux détenus, en disant une société se juge à la manière dont elle traite ses détenus. Mais il est obligé de faire des hiérarchies. Nos personnes âgées, c'est incomparablement plus important que les détenus. Je suis navré de choquer peut-être. Je le pense vraiment, c'est pour ça que je me suis permis de le dire à l'antenne. Et je pense que la prise en charge digne de nos personnes âgées, ça devrait être une grande cause nationale. Merci en tout cas, merci beaucoup Nathalie. Et quand on voit déjà comment... Je vous remercie de m'avoir laissé m'exprimer. Mais je vous en prie, vous êtes la bienvenue, vous êtes ici chez vous Nathalie. Donnez le nom de l'EHPAD de votre grand-mère comme il était très bien pour qu'on lui fasse de la pub. C'était l'EHPAD de Tuire, dans les Pyrénées-Orientales. Et comme je le dis, déjà, on a du mal à traiter nos seniors et l'emploi, donc j'imagine de grand âge. Moi, je suis bien traité. Mais mon petit chat, mais bien sûr, vous êtes bien traité. Parfaitement bien traité. Merci en tout cas, Philippe Bilger, merci Olivier D'Artigol, merci Christophe Madrol d'avoir été avec nous. On se retrouve demain avec vous, Philippe David. Dans quelques instants, on va parler de rénovation énergétique. Et juste avant, on va revenir sur les rebondisseurs. Ce sont tous ces gens qui ont eu un accident, un accro de vie professionnelle et qui ont réussi à rebondir. On va avoir un témoignage, c'est très intéressant. Et puis jusqu'à 20h, on parlera rénovation énergétique. On vous donnera plein de tuyaux avec des acteurs majeurs de ce secteur. Vous restez avec nous et on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. À tout de suite.